Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 6 du podcast, intitulé Leadership et authenticité. Une saison pour explorer les clés du leadership d'aujourd'hui et de demain. Une saison donc qui comporte 10 interviews de leaders d'horizons extrêmement variés que je vous propose chaque jeudi, couplées à 10 épisodes de décryptage et de partage de pratiques sous forme de hack le lundi. Pour cette saison, j'ai pour partenaire UKG. UKG, c'est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification, de solutions RH, qui aide plus de 80 000 organisations à travers le monde, tous secteurs confondus. Leur mission, c'est de simplifier les process au sein de l'organisation pour améliorer l'expérience collaborateur, l'engagement et les performances. Et pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité être partenaires de cette saison sur le podcast sur le leadership ? Eh bien parce que quand on libère à la fois nous-mêmes, managers, et les équipes des tâches chronophages et rébarbatives, ça permet à tout le monde d'être plus créative, de dégager de l'espace mental et de l'espace temps pour travailler sa posture de leader. Alors pour ce 6e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marion Darrieutor. Marion qui est dirigeante du cabinet The Arcane, qui est présidente aussi du think tank Entreprise et Progrès. Notre interview a eu lieu au printemps dernier et faisait écho à la sortie de son ouvrage Le temps des leaders pop, changer de style de dirigeant pour changer le monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un leader pop ? Eh bien, un leader pop, c'est un leader populaire, ouvert et politique. Un leader dans l'horizontalité, l'écoute, la transparence, l'empathie. Un leader qui est, selon Marion, celui dont on aura le plus besoin aujourd'hui et demain. Marion, dans ce livre, et dans cette interview, partage avec nous son parcours, les doutes, les interrogations qui l'ont jalonnée et les enseignements qu'elle en a tirés. Elle dit « Je me suis trompée, j'ai tâtonné et c'est là où j'ai compris que je n'étais pas vraiment le leader que je voulais être. » Elle nous partage également tout ce qu'elle a pu observer dans son métier auprès de ses clients, mais aussi dans son rôle de présidente du think tank d'Entreprise et Progrès. C'est un regard à la fois personnel et politique, un regard pragmatique et engagé, une réflexion qu'elle a souhaité généreusement partager dans son livre et avec nous aujourd'hui. Vous aurez dans notre échange un aperçu de son livre, un aperçu de son chemin, un aperçu de ce qui lui a permis d'évoluer, de mieux comprendre, un aperçu de ce qu'elle projette pour le futur. Mais je vous conseille vivement, à votre tour, de lire, d'offrir peut-être son livre pour pouvoir répandre en fait cette vision du leadership qui me paraît particulièrement intéressante et pertinente pour aujourd'hui et pour demain. Et puis, suite à notre échange, que vous allez pouvoir écouter dans 30 secondes, je vous proposerai lundi un épisode de décryptage avec quelques pistes d'action pour pouvoir avancer vous aussi vers le leader que vous voulez être. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on est là pour parler du leader pop. On va commencer déjà par qu'est-ce qu'un leader pour vous ? Avant de parler du leader pop déjà. C'est une bonne question. Effectivement, un leader, c'est quelqu'un qui a une position de chef, qui a une position d'autorité. Alors on reviendra sur la notion d'autorité. Et donc un leader, ça peut être un leader d'entreprise, ça peut être un leader politique, ça peut être une maman, un papa, ça peut être un chef de bande, ça peut être un chef de tribu. C'est pas que un leader économique et d'entreprise, mais voilà, c'est celui qui à un moment donné se retrouve dans une position d'autorité et se pose la question de comment exercer son autorité. D'accord. Et donc le leader pop ? Donc le leader pop, c'est celui qui est, on va y revenir, populaire, ouvert et politique. Et donc c'est un leader qui est
très connecté à la société dans laquelle il vit, il a une écoute, il a une empathie. C'est un leader qui est capable d'être à hauteur d'hommes et de femmes, pas en surplomb, et donc par opposition au leader classique, qui est dans une forme de verticalité, de puissance, de pouvoir. Le leader pop, il est plus dans l'horizontalité, dans l'écoute, dans la transparence et dans l'empathie. Voilà, donc c'est le leader pop, il est ce que je pense, c'est qu'il représente le leadership dont on aura de plus en plus besoin demain. Qui correspond en fait à ce qu'est notre société, très horizontale, quand même, beaucoup plus dans le dialogue, dans la co-construction. Ça commence à bouger, on va pas se mentir. Vous avez vous-même plein d'interventions en entreprise et on voit bien qu'on est sur des modèles d'entreprise qui sont encore assez classiques, mais moi je vois qu'il y a des changements dans la société. Je vais donner quelques exemples. En fait, on voit que notre rapport à l'autorité est en train de changer dans la société. On n'a pas du tout envie de la même autorité qu'avant. Le culte du secret, souvent dans les entreprises, il y a des leaders qui pensent qu'ils font de la rétention d'informations parce que ça leur donne un pouvoir. Aujourd'hui, avec le digital, en fait, ça vole un peu en éclats. Voilà, donc, et cette horizontalité, on le voit bien, où la verticalité pure, en fait, elle plaît beaucoup moins. Donc, je crois qu'on a des signaux faibles qui vont devenir de plus en plus forts et c'est pour ça que j'ai envie de promouvoir une autre forme de leadership. Oui, et quand on parlait d'horizontalité, la technologie aussi fait quand même beaucoup évoluer ça aussi. Ne serait-ce que quand on regarde le Web 3, les façons dont les gens, les personnes se mettent ensemble sur des projets sans même se connaître, etc. Tout ce qui est possible à faire. Et je parle même pas du chat GPT qui peut questionner notre rôle de sachant en fait. Exactement, et donc ça c'est très intéressant parce que dans la position d'autorité, il y avait je suis le sachant, je suis le chef, donc je suis le sachant. Et on voit bien que la contestation positive et constructive, elle peut venir de partout. Et donc ça interroge la question de le leader finalement aujourd'hui il est quoi puisque tout ça vole en éclats. Et voilà, et moi je pense que le leader il est là pour guider, il est là pour accompagner, faire grandir les gens, mais ça demande une toute autre posture. Mais ça veut dire pas forcément savoir. Voilà, ça veut dire que reconnaître que je ne sais pas, reconnaître que j'ai besoin de l'autre, reconnaître qu'on va faire ensemble et reconnaître que je peux faire des erreurs. C'est juste énorme comme parce posture. Que moi je croise quand même à peu près 90 managers sur 100 qui me disent j'ai besoin de connaître la partie technique de mon métier. Je croise des managers qui ont été mis sur des départements dont ils ne connaissent pas l'expertise, qui me disent il faut que je sépare mon temps entre ma formation à l'expertise et ma montée en puissance sur mon management. Moi, je me dis que alors, je pense que quand même le manager doit avoir un minimum de connaissances techniques et du métier, parce que sinon, il y a quand même moins de respect, je trouve, moins de légitimité dans l'exercice de son leadership. En revanche, comment un manager peut-il tout savoir ? Enfin, c'est vertigineux. Moi, je mets au défi voilà. Et donc, d'ailleurs, il faut peut-être accepter de faire des choix, de ne pas tout savoir et de faire confiance à l'intelligence collective et à l'intelligence individuelle pour dire ce que tu m'apportes, qu'est-ce que j'en fais. Et je pense que le leader, c'est ça, c'est que il est capable de prendre le contenu et l'expertise de plein de gens et c'est parce qu'il va faire le lien entre ses expertises, entre ses compétences qu'il va pouvoir affirmer un leadership constructif. Mais ça change un peu les choses. C'est pas savoir et c'est pas dominer une expertise. Mais d'ailleurs, vous dites, je dévoile la fin du livre, mais vous dites que le leader, on comprend quand on lit tout, donc il faut tout lire, mais que le leader fait vibrer l'esprit et qu'en fait, il voit l'entreprise comme un cerveau collectif. Donc on est bien dans cette notion. On est exactement dans cette notion, c'est-à-dire que dans un cerveau, il y a plusieurs cases, il y a plusieurs neurones, et comment on pourrait se contenter d'un seul cerveau ? Quel dommage d'ailleurs. En fait, c'est ça. Du coup, moi, je crois beaucoup à cette façon de gouverner et de diriger, entre guillemets. Diriger, j'aime pas trop le mot, mais bon, qui soit vraiment, connecté à chacun et capable de faire grandir le talent de chacun. Mais ça suppose de revoir sa position et d'accepter de ne pas tout savoir. Et on commence par quoi pour revoir sa position ? Alors, ça, c'est une grande question, parce que je pense que ce que je décris dans le livre avec ce pop leadership, c'est que je pense que c'est un chemin. C'est-à-dire que le pop leadership, pour moi, c'est pas un concept. C'est une idée, c'est un mouvement qui est d'abord un mouvement interne, et personnel. C'est-à-dire que pour être un pop leader, il faut déjà se dire que est-ce que mon leadership
correspond encore à la société dans laquelle j'évolue et est adapté aux gens que j'encadre. Déjà, il faut se poser la question. Il y a plein de leaders qui ne se posent pas la question. Voilà. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant que les leaders se posent la question. Donc, il y a une forme de conscientisation. Après, il y a une forme d'introspection. Est-ce que moi, mon leadership, mon style de leadership est adapté à la société et aux attentes de la personne qui est en face de moi? Et comment je peux faire pour plus engager cette personne et m'adapter à elle? Donc, ça demande une petite introspection. C'est pour ça que je parle d'un chemin personnel. Parce que je suis assez convaincue que si on ne fait pas cette petite introspection, et si on ne s'interroge pas sur son style, c'est un peu difficile de faire évoluer son leadership. Son style et ses envies? Aussi, peut-être que, et ça c'est un bon point, il y a des leaders qui n'auront peut-être pas envie de l'idée autrement. Ils pourront rester dans cette position de sachant, d'autorité, de surplomb, et ils n'auront pas envie de changer. Je le respecte parce que c'est difficile de changer. C'est difficile de changer. Moi, j'ai réussi à changer parce que j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, j'ai tâtonné, et c'est là où j'ai compris que finalement le leader que j'étais devenue n'était pas le leader que je voulais vraiment être. Mais si vous n'avez pas ce parcours perso, peut-être qu'on n'arrive pas à cette conclusion, quoi. Et dans l'autre sens, vous pouvez penser que vous n'avez pas envie parce que vous êtes sur des anciennes convictions que vous portez depuis des années, que pour être un bon leader, il faut être chef dans le sens à l'ancienne, et que c'est très compliqué, mais qu'en fait, votre envie profonde, quand on va la chercher, elle est plutôt de travailler différemment. Donc en fait, c'est pour ça que je disais aussi votre envie, parce que finalement, c'est intéressant d'aller gratter derrière pour voir quelle est vraiment l'envie profonde aussi. Oui. Ça, en tout cas, oui, je suis complètement d'accord. Il faut, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de transformation de son leadership. Parce que le leadership, c'est dur. Oui. C'est pas tout rose. Je trouve que c'est dur, le leadership. On va pas se mentir, quoi. Même les leaders les plus brillants, ils se posent plein de questions. Moi, j'ai la chance dans mon métier de rencontrer plein de leaders ultra inspirants, ultra forts. Et je peux vous assurer que ça soit le leader de PME, d'ETI, d'une association, d'une fondation ou d'un groupe du CAC 40, il y a énormément d'humilité de la part de ces gens-là. Voilà, donc ça démarre par l'envie. Et ça démarre par aussi une vision du monde, en fait. Oui. De quoi j'ai envie, ce dont j'ai envie pour mes collaborateurs. Ouais. Et pour moi, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'espoir parce qu'on voit des leaders qui ont quand même pivoté. Je pense que vous connaissez, ça y est, j'ai un trou, l'entreprise du cœur. Oh, j'y reviendrai. L'ancien patron de Best Buy. Oh, j'ai un trou. Joly. Oui. Hubert Joly. Hubert Joly. Voilà. Bon, dans son livre, il explique qu'il a quand même peu changé. Je trouve important votre livre comme témoignage de l'évolution que vous avez vécue, que vous voyez autour de vous, mais je trouve important aussi de montrer qu'il y a vraiment des leaders à tout niveau qui peuvent évoluer, et que c'est une bonne chose. Et je voulais revenir à votre évolution et à quelque chose dont vous parlez dans le livre, c'est quel a été le rôle de vos collaborateurs là-dedans? Comment, est-ce qu'un manager, est-ce qu'un leader peut évoluer tout seul? Non. On évolue parce que l'environnement, notre famille ou nos collaborateurs, et c'est surtout les collaborateurs, nous challenge. Moi, mon questionnement, ça a été de dire, en fait, est-ce que je suis capable d'engager ces gens-là? Est-ce qu'ils me suivent? Et en fait, vous voyez bien quand on vous suit pas. Et donc, quand on vous suit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous dites n'imprime pas, que la vision que vous portez n'engage pas, que la façon dont vous gérez ça passe pas, la méthode est mauvaise, et donc voilà. Et donc c'est aussi le retour des collaborateurs qui m'a fait dire que globalement j'étais en train de faire fausse route. Et donc c'est des collaborateurs qui me disaient on te reconnaît pas. Je te connais depuis quelques années, mais là on te reconnaît pas. Ou des collaborateurs où parfois je pensais leur faire du bien parce que j'étais sincère. Et en fait, je me rendais compte que ça ne leur convenait pas forcément, et c'est ok. Donc, en fait, oui, c'est là où je décris les erreurs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai les collaborateurs sont encore très très présents, me disent la vérité. Je leur demande, dites-moi la vérité. Parfois, ça m'embête, mais c'est très intéressant ce retour en fait que j'ai de leur part. Mais il faut aussi donner la permission pour avoir les retours. J'allais dire, je vois trois choses là-dessus. La première, c'est que quand vous avez leur retour, vous l'avez pas pris comme c'est eux qui ne performent pas, parce que parfois, on a ce regard de ça ne marche pas, donc en fait, voilà. La deuxième chose, c'est que vous avez dû créer un cadre de sécurité pour qu'ils vous fassent ces retours, parce que c'est pas évident
Et c'est pas voilà. Et la troisième chose, c'est que vous en avez fait quelque chose. Donc en fait, je joue à ces 3 points, c'est-à-dire se dire d'abord, peut-être que avant de me demander s'ils sont pas performants, d'abord me demander si moi il n'y a pas quelque chose à faire évoluer. La deuxième, c'est créer ce cadre de sécurité qui est fondamental. Et la troisième, effectivement, d'en faire quelque chose et de leur montrer, ce que c'est. Et vous parlez de ce cadre dans le livre. Oui. Vous avez testé différents formats d'entreprise. Oui, j'ai testé différents formats d'entreprise. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai eu un management très entrepreneurial d'abord, puis après, dans un cadre d'un grand groupe américain, j'ai eu un management beaucoup plus top-down, classique et descendant, parce que on me demandait d'appliquer des standards managériaux d'un système, voilà. Et puis, j'ai trouvé que ça ne me convenait pas, donc je suis partie en Inde en essayant de trouver d'autres inspirations. Je suis revenue avec l'envie d'appliquer le modèle de l'entreprise libérée d'Isaac Getz, où c'est quand même assez extrême et vous, en gros, pétez tous les cadres. Et là, ça a été un échec, puisqu'en fait, les gens me disaient, mais Marion, on a besoin d'un chef, on a besoin d'un cadre. Là, tu vas trop loin. Et c'est vrai que j'étais allée beaucoup trop loin. Et puis, je suis arrivée à un modèle plus équilibré, qui est le modèle aussi que j'ai aujourd'hui, qui est une entreprise libératoire. C'est-à-dire comment je fixe un cadre, mais je peux être libre dans mon cadre. Et libre dans mon cadre, c'est donner la permission de faire des choses, parfois de sortir du cadre aussi, d'exprimer des idées, voilà. Mais en fait, une entreprise, c'est quand même un endroit où on a besoin d'un chef, d'un leader, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles, et je trouve que les gens sont beaucoup plus créatifs quand ils ont un cadre et quelques contraintes. Voilà. Donc j'ai expérimenté plusieurs formes, parce que vous voyez, en fait, c'est jamais fini cette quête. En fait, on essaye des choses, on se trompe, on réajuste, voilà. Mais il faut le faire avec sa personnalité, avec son style. Voilà. D'où l'importance de le trouver, de le connaître, de connaître ses envies, parce que ça va être long, ça va être dur, et qu'il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'on fait les choses aussi, quoi. Et vous en parlez beaucoup aussi, de la conviction, en fait, d'avoir une conviction que l'on porte. Et ça, votre point, il est important, parce que je me suis rendu compte que, en fait, on est projeté dans des jobs de leadership, dans des positions de leadership, mais en fait, on n'est jamais vraiment accompagné. Donc, le leader, il arrive et il se dit, comment je deviens leader ou chef? Il regarde les modèles qu'il a eus. Donc, globalement, les modèles, ils sont tous des modèles un peu traditionnels, en majorité. Il va ouvrir un livre de management ou autre, mais finalement, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Et puis, c'est un mode d'emploi. Mais il n'y a pas... Moi, ma quête, c'était de dire, est-ce que je peux trouver un bouquin qui, en fait, va m'accompagner à trouver mon style, c'est-à-dire ma colonne vertébrale de leader, en fonction de qui je suis, de mon talent, de mes défauts, de ma vision du monde. Et ça, en fait, je ne l'ai jamais trouvé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai écrit ce livre, parce que, en fait, je pense que la réponse, elle n'est pas dans les manuels de management ou... voilà, en fait, il faut d'abord partir de soi. Il ne faut pas partir... d'un mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, parce que le mode d'emploi, il est dans notre propre logiciel et dans cette introspection que je dois faire de quand est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même et quand est-ce que je ne le suis pas et que je suis un peu écartelée. Voilà. Et ça, c'est ça mon message aussi, c'est que on n'apprend pas à être leader, on est projeté. Il faut juste accepter de se dire quel leader je veux être et comment je peux être ancré dans le style que je veux. On parle beaucoup de l'authenticité dans le leadership aujourd'hui, c'est exactement ça. En fait, l'authenticité, c'est accepter qui je suis, qui je veux être, le reconnaître et avancer avec ça. Exactement. Et tout en étant dans une entreprise, je suis un dirigeant, je dois faire des profits, je dois créer de la valeur, parfois je dois faire un plan de licenciement. C'est difficile, mais je peux par exemple aussi faire un plan de licenciement avec mes propres valeurs, en respectant l'autre. Vous voyez ? Donc, exactement. Voilà. Et quelle que soit l'entreprise où je suis, je peux être qui je suis. Parce que ça, parfois, les gens ont du mal, ont l'impression qu'ils doivent se conformer. Alors, dans une certaine mesure, dans la limite du cadre. Alors, là où c'est important, votre point, il est important parce que on vit quand même dans des systèmes. Oui. On vit dans des systèmes. Je veux dire, l'entreprise, c'est un monde qui est codé, qui est standardisé. Et donc, ça veut dire que quand on commence à faire ce travail d'introspection, ça veut dire qu'il faut aussi se dire que peut-être que je vais arriver à la conclusion que je ne suis pas adaptée au système dans lequel je travaille. Complètement. Et donc, c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut avoir parfois la liberté et le libre arbitre
et l'humilité de reconnaître que finalement le cadre de travail dans lequel je suis aujourd'hui, il ne me convient plus. Alors, certains me disaient, c'est une problématique de riches. Tout le monde ne peut pas quitter son job, tout le monde... Et ben moi, j'ai vu plein de gens, même avec des petits salaires, se dire, je vais travailler autrement pour être plus heureux. Et je pense que c'est possible d'exercer son libre arbitre parce qu'il ne faut pas que le système écrase l'individu. Oui, je pense qu'à terme, c'est quand même très très salutaire, donc c'est important de le faire. Oui, parce que quand on voit toute la grande démission, quand on voit le sens du travail, le détravail et tout, en fait, qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime juste des gens qui sont pas toujours alignés avec les systèmes dans lesquels ils travaillent. Donc, est-ce que c'est à eux de s'adapter ? Est-ce que c'est à nous, chefs d'entreprise, d'adapter nos modèles ? Je pense que ça doit aussi venir de nous. Oui, c'est clair que c'est à mi-chemin. Vous dites que le leader passe de la subordination, donc du lien de subordination, plutôt à la séduction. Le mot, il est un peu fort, séduction. Mais c'était pour vraiment montrer les deux extrêmes. C'est la subordination, oui, parce que c'est le management classique. C'est pyramidal, c'est vertical. Je reporte, je rends des comptes, je suis évaluée. Et je suis contrôlée. La séduction, c'est pas au sens la séduction féminine, c'est la séduction des idées, la séduction d'une vision que je porte et je vais la partager, un peu comme le ferait un leader politique, qui est le 3e P de Pop. Et du coup, je séduis par ma vision, je séduis par mes convictions, et du coup, et ça devient un projet partagé dans le sens qui devient un ciment commun. Voilà, c'est cette séduction, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire forcer les dirigeants à n'importe quel niveau de verbaliser une vision. Et pas juste une stratégie, des indicateurs financiers. C'est vraiment, et je pense que c'est à tous les niveaux qu'un manager peut dire à son équipe, ma vision pour notre équipe, c'est ça. Exactement. Et qu'il y mette un peu de lui-même, parce que formaliser une vision qui est incarnée. Sinon, c'est... Oui, en disant « je ». C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas dire « je » dans l'entreprise. Et c'est ce à quoi je crois. C'est pas je en position d'écraser les autres. C'est ce à quoi je crois. C'est les convictions qui me guident. Et de dire, vous voyez, ces indicateurs financiers, nous allons les faire. Parce que ce à quoi je crois, ma vision du sujet, c'est ça. Et en fait, on va le faire et on va y arriver. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus puissant dans l'engagement que juste dire, on a ça comme indicateur financier et on va se débrouiller pour le faire. Ouais. Donc, on disait tout à l'heure, le leader pop, il fait vibrer les esprits, donc il voit le cerveau collectif, il fait vibrer les cœurs. Vous disiez, c'est son ouverture, c'est le fait qu'il donne une réelle place à son équipe. Et j'aime beaucoup ce que vous dites aussi, qu'il résonne avec le monde. Et je crois qu'on a un monde qui évolue tellement, qui est tellement complexe c'est important. Et l'entreprise on a toujours eu une part de la société dans l'entreprise, mais l'entreprise a pris un nouveau rôle dans la société. Les Français, en France, ont une nouvelle attente par rapport aux entreprises. Et du coup, comment est-ce que ce leader vient résonner avec le monde ? Alors, votre point, il est important parce qu'on est en train de faire une énorme mutation. Avant, l'entreprise, elle était décriée, elle était montrée du doigt. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que la puissance étatique, on s'est rendu compte qu'elle pouvait moins nous aider, l'entreprise est devenue une valeur refuge. Et c'est important de voir l'attachement des Français, le nouvel attachement des Français à leur entreprise. Ils croient à l'entreprise refuge et ils croient au patron boussole. Donc déjà, ça donne une obligation aux entreprises et aux chefs d'entreprise qui est complètement différente. Et du coup, ça donne aussi des interpellations sociétales nouvelles. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, il va être interpellé par ses équipes sur la guerre en Ukraine, sur est-ce qu'il faut aider suite au séisme en Turquie, quid de l'avortement aux États-Unis, vous en pensez quoi, les droits de la femme en Iran. Franchement, c'est vertigineux pour un dirigeant d'entreprise qui a juste été habitué à gérer son PNL et à sortir ses profits. Et donc, en fait, je vois que cette interpellation sociétale, elle s'accélère et que pour les dirigeants d'entreprise, c'est difficile. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'ils intègrent aujourd'hui dans leur leadership cette écoute sociétale, cette écoute du monde. Alors, pas pour régler tous les problèmes du monde. On va pas pouvoir tout régler. Mais peut-être se dire, par rapport au monde dans lequel on vit, il y a peut-être un sujet auquel j'ai envie de m'attaquer, c'est le droit des femmes, les carrières des ingénieurs, tout ce qui représente une cause sociétale. Et du coup, ça veut dire que le leader, il faut qu'il écoute, il faut qu'il soit en empathie, il faut qu'il puisse saisir les signaux faibles. Et ça, c'est complètement différent parce que les leaders, ils ont
depuis toujours. On est plutôt dans une forme d'entre-soi. On écoute plutôt sa garde rapprochée, son directeur financier et son RH. Et donc moi, ce que je recommande aux leaders, c'est de se connecter à la société civile. Donc plutôt que de faire que des déjeuners avec ses pairs, de faire aussi des rencontres avec des jeunes, avec des gens, des associations, avec des ONG, des activistes, pour comprendre et prendre le pouls. Et en plus, ça fait grandir, ça inspire. Puis ça donne beaucoup d'énergie. En plus. Ça va. Et à un point aussi dont vous parlez de l'émergence du féminin. Alors pas forcément de la femme, on parle des valeurs du féminin, de la part féminine aussi des hommes, parce qu'on a une part masculine et féminine chacun. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ce à quoi je crois, c'est que le leadership n'a pas de genre. Parce qu'on m'a dit, est-ce que le pop leader est forcément une femme ? Pas du tout. En fait, ce à quoi je crois, c'est un équilibre des valeurs féminines et masculines. Un mec, un leader homme, il peut être un mec super viril et avoir des valeurs féminines très très fortes. Il peut être à la fois puissant et dans l'écoute et dans l'empathie. Une femme, elle peut avoir des valeurs, elle peut être très féminine et avoir des valeurs masculines. Du coup, pour moi, ça n'a pas de genre. Je pense que le leader doit travailler à l'équilibre, parce que déjà, les situations, elles sont différentes. Parfois, vous devez arbitrer, trancher, et donc ça demande d'être dans le masculin. Parfois, vous devez écouter et donner la parole, donc là, on est plus dans le féminin. Donc en fait, le leader, c'est intéressant qu'il réfléchisse à comment je fais l'équilibre un peu plus fort de toutes ces valeurs autour de moi. En revanche, je pense que les femmes, et les valeurs féminines, on va dire, sont des valeurs dont on va avoir de plus en plus besoin dans le monde qui s'ouvre, parce que il y a, par rapport à ce que vous disiez de l'écoute de la société, on a besoin d'empathie, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'écoute, et ça, c'est le champ des valeurs féminines. Voilà, donc ça, il faut quand même apprendre à les développer. Et alors, ma question finale, aujourd'hui, le point noir, le point de douleur le plus important d'absolument tous les managers, c'est comment j'engage les jeunes générations. Alors, qu'est-ce qui fait un leader pop pour ça ? Il se met à leur hauteur. C'est-à-dire que il accepte d'être un rôle modèle, parce que je pense que les jeunes, et j'en ai plein dans mon cabinet Arcane, en fait, ils ont quand même besoin d'un modèle. Ils ont besoin d'un modèle inspirant. Donc, il faut accepter que vous êtes une source d'inspiration pour les plus jeunes. Mais en même temps, il faut leur donner la parole, il faut leur donner beaucoup de liberté. Il faut les laisser se planter. Il ne faut pas les contrôler. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est par exemple, on me dit le télétravail, j'ai droit à combien de jours et tout. Moi, ma réponse, c'est ok, on peut fixer des règles. Fixons un cadre, puisqu'on a dit qu'il fallait fixer un cadre. Mais moi, en fait, ce que je vois avec cette jeune génération, c'est que s'ils ont envie de sortir et faire une grosse fête le jeudi soir et de pas venir bosser le vendredi, mais de s'y remettre le samedi, parce que de toute façon, je leur fais confiance. Franchement, moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que le boulot, il soit fait. Et en fait, je pense que l'absence de contrôle et la confiance qui n'exclut pas le contrôle, mais de dire, en fait, tu t'organises comme tu veux. Ça, je pense que c'est quelque chose dont ils ont besoin. C'est pas facile à articuler dans une entreprise, attention. Mais en fait, il faut qu'ils sentent que c'est possible. Et on peut tous agir au niveau de notre équipe déjà. Déjà, c'est une toute petite tribu qu'on peut... Mais les entreprises évoluent souvent comme ça, par capillarité aussi, parce que des tribus évoluent. Et... Exactement. Eh ben, merci beaucoup Marion. Merci Delphine de m'avoir permis de parler de pop leadership. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand nombre, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.